Aux commandes du département de la santé dans le gouvernement de Patrice Talon depuis 2018, Benjamin Ignace Rumpati s'emploie avec son équipe à mettre en œuvre la politique nationale de la santé ainsi que la vision du chef de l'État pour le Bénin en la matière. Des efforts sont fournis, des actions menées. Eh bien, c'est ce qu'il a accepté de venir partager avec les Béninois et Béninoises ce dimanche sur votre émission Zone Franche. Médecin et homme politique béninois, celui que nous recevons pour ces 30 minutes de discussion est maître de conférences agrégé, professeur titulaire de gynécologie obstétrique du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES, Benjamin Rumpati. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur votre émission Zone Franche. Chers téléspectateurs, bonjour, merci de nous recevoir chez vous. Bonjour à toi aussi, William. Bonjour Franck, bonjour à tous. Benjamin Rumpati, bonjour. Bonjour. Quelques petites curiosités de mise en condition dès ce début d'émission. Gynécologue obstétricien pour un homme, faire carrière, qu'est-ce que c'est? Faire carrière de gynécologue obstétricien pour un homme, c'est quelque chose d'exaltant. C'est contribuer à sauver la vie des mères et des enfants. C'est contribuer à assurer la santé et la bonne santé aux femmes, à tout point de vue. Et dans une sociologie comme la nôtre, nous savons que vous êtes très nombreux, hommes, dans ce domaine. Parfois même les dames vous préfèrent, dit-on. C'est facile comme métier à exercer dans un contexte comme le nôtre? Pour ma part, ça a été assez facile, donc j'estime que c'est facile. C'est accepté sociologiquement également chez nous. Et je pense que de la qualité de l'offre de services que chaque praticien arrive à délivrer dépend la confiance de ceux qu'il a en face. Et je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui pour la majeure partie de nos praticiens, hommes gynécologues obstétriciens. Allez, c'est vrai, vous l'avez dit, c'est passionnant, c'est exaltant pour les hommes. Et depuis, disons, 2018, vous êtes aux commandes et vous arrive-t-il encore de retourner en salle pour recevoir des patients à vos heures perdues, pour ne pas perdre la main, pour répondre à quelques sollicitations? Il m'est arrivé d'avoir eu à consulter quelques fois, surtout au début. Et après, en situation d'urgence, d'avoir eu à intervenir au cours d'un de mes déplacements, au bloc opératoire encore, ça a été pour prêter main forte, pour aider à sauver des vies. C'est arrivé. C'est pas facile non. C'est pas facile d'allier les deux. Les préoccupations de la République vous absorbent, peut-on dire? Absolument. Quand on fait appel à un praticien comme ça pour servir la République dans l'ensemble et hors des formations sanitaires pendant longtemps, c'est difficile à vivre, pas un isolement, mais à un niveau plus élevé de décision. À quel point de vue? Du point de vue de ce qu'on est plus présent à l'hôpital tous les jours et qu'on est plutôt dans le décisionnel même. Ça manque parfois, ça c'est sûr, ça manque. Comme je dis, les doigts vous demandent parfois de pouvoir remettre la main dans la partie chirurgicale ou alors de pouvoir aider à prendre les décisions. Mais de l'autre côté également, dans l'exercice quotidien, quand je prends par exemple la question des évacuations sanitaires où je préside le Conseil national de santé, je suis appelé encore à donner des avis, à prendre des décisions qui ont trait à la pratique médicale. Donc, l'un mis dans l'autre, ça peut aller. Voilà. Secteur de la santé, quel bilan 8 années après? C'est le thème autour duquel, monsieur le ministre, nous allons articuler nos discussions. Il était temps, avec toutes ces réformes engagées dans ce secteur, de s'y attarder. On a envie de comprendre ce qu'elles sont devenues, ces réformes, et à quoi donc doit-on s'attendre pour les années à venir. Cela fait déjà, disons, plusieurs années que le ministère de la Santé a entrepris une série de réformes à la fois législatives et institutionnelles. Quel bilan faites-vous, Benjamin Rumpati, de ces réformes et quel a été leur impact direct sur le secteur de la santé? À la suite donc du diagnostic au niveau du secteur de la santé qui a été fait par la commission des réformes du système de santé mise en place par le chef de l'État, le président Patrice Talon, en 2017, nous avons abouti à des problèmes majeurs qui perturbaient le système, notamment le problème de gouvernance en majeure partie. Et cela a débouché effectivement à l'identification d'un certain nombre de mesures législatives et réglementaires à mettre en place pour solidifier et consolider l'ensemble des réformes. Ainsi donc, nous avions à prendre des textes de loi qui ont été décisifs effectivement
Quand je prends l'exemple de la loi portant protection des personnes au Bénin, c'est une loi majeure qui a été prise, qui a permis d'encadrer l'exercice de la profession médicale et celle paramédicale également, qui a permis de mettre en place, de consacrer la mise en place d'institutions, notamment l'autorité de régulation de la santé, qui a permis également de définir ce qu'est le droit du patient et ce qu'est le droit et les devoirs du soignant. Et enfin, ce qui a permis de consacrer l'assurance maladie universelle. D'autres tests de loi ont été également pris, notamment la loi sur les actifs pharmaceutiques. Comme vous le savez, nous avons lancé une lutte implacable contre la vente illicite des médicaments pour pouvoir sauver la vie de nos concitoyens. Mais également, il y a eu des lois pour protéger la femme, notamment la loi sur la santé et la reproduction qui a été révisée. Donc autant de tests de loi qui ont été pris pour pouvoir mettre le socle qu'il faut pour les réformes. Au niveau réglementaire également, nous avons pris des tests qui ont consacré justement la mise en place de l'autorité de régulation de la santé, les conseils nationaux qui n'existaient pas, qui permettent aujourd'hui de mettre en place un cadre pour que les normes et règlements et protocoles, procédures qui doivent être dans le secteur puissent être vraiment travaillés par des organes dédiés. Nous avons également au niveau du ministère une revue organisationnelle totale avec deux socles majeurs, les soins de santé primaire, la médecine hospitalière, avec autour une série d'agences qui ont été créées pour permettre vraiment d'apporter un plus au niveau transversal, notamment les infrastructures, les équipements, la transfusion sanguine, le contrôle de qualité des produits de santé et de l'eau, pour ne citer que cela. Donc, d'un point de vue législatif et réglementaire, voilà le socle sur lequel nous avons bâti les réformes. Aujourd'hui, tous ces organes sont déjà en place, sont totalement opérationnels à 100%, et on peut se pencher maintenant sur comment est-ce que le Béninois lambda ressent ces réformes dans son quotidien par rapport à la qualité des soins. Justement, c'est là-bas que le problème se pose. De bonnes décisions peuvent être prises au niveau étatique, mais à la base, comment est-ce que vous assurez que lorsqu'on va dans une zone sanitaire, par exemple, tout cela est mis en œuvre, respecté pour agir positivement sur le patient, le Béninois qui se rend dans une formation sanitaire? Pendant que nous faisons ces réformes, le chef de l'État avec le gouvernement avons déjà perçu le besoin de faire en sorte qu'au quotidien, nous puissions pouvoir avoir un contrôle sur ce qui se passe au niveau de nos structures sanitaires pour nous assurer que des soins de qualité sont prodigués aux patients. Et c'est ce qui a justifié justement la mise en place de la commission chargée du contrôle de prestation des soins médicaux au niveau des formations sanitaires, qui a été présidée par le professeur Ivy, qui a fait une mutation pour devenir aujourd'hui la cellule de contrôle et d'inspection de l'autorité de régulation de la santé. Et grâce à cette commission, aujourd'hui cellule, nous avons pu faire de façon plus approfondie le point sur les dysfonctionnements, les déviances au niveau du secteur et apporter au fur et à mesure des réponses adéquates. Ainsi donc, depuis 2019, grâce à ce que cette commission, puis aujourd'hui cellule, a eu à faire, nous avons pu revoir l'environnement de soins. Vous savez, l'environnement de soins est capital. Quand vous rentrez dans une structure sanitaire et que vous ne trouvez pas déjà un environnement qui soit accueillant, qui soit bien, vous n'avez pas envie de vous faire soigner là. Et grâce à ce que au travail que la cellule fait aujourd'hui, nous nous assurons que l'environnement qui est là, qui permet de soigner les patients, est un bon environnement. Les questions du plateau technique également ont été adressées, mais également les questions liées aux ressources humaines et aux infrastructures. Et c'est donc l'ensemble de ce diagnostic posé au quotidien par la cellule qui permet de mettre en œuvre des recommandations qui sont vraiment adaptées pour changer la donne, pour que le citoyen lambda ressente au quotidien que quelque chose change dans le Bénin. Nous allons en venir à ces compartiments au cas par cas dans le cours de cette émission, mais déjà, parlant des lois, il y a une qui nous intéresse bien, l'exercice en clientèle privée. Parlez-nous-en, Monsieur le Ministre. Nous avons aujourd'hui une loi, la loi 97-020, qui réglemente l'exercice en clientèle privée en République du Bénin.
dont les dispositions ne sont plus d'actualité. Et actuellement, sur la table des députés, nous avons une nouvelle loi qui a été déjà introduite par le gouvernement qui va permettre d'assurer un meilleur encadrement de les enquêtes privées. Dans cette nouvelle loi, nous avons fait en sorte que nous puissions déjà mieux coordonner ce qui se passe au niveau des ordres. Nous avons revu comment l'exercice, la pratique de l'exercice en enquête privée va se faire au Bénin. Nous avons revu également comment est-ce que les structures de santé se créent en République du Bénin. Comme vous le savez, il y avait beaucoup de déviances avec des créations anarchiques. Il y a des dispositions qui sont prévues, mais qui aujourd'hui ont été affinées pour faire en sorte que créer des structures de qualité au Bénin ne soit plus trop difficile. Nous avons fait en sorte que aussi bien les prestataires et les financements privés puissent se mettre ensemble pour que nous puissions avoir de meilleures structures de qualité au niveau du Bénin. C'est ça les dispositions qui ont été prévues au niveau de la nouvelle loi qui est sur la table des députés et que nous allons dans les toutes prochaines semaines, prochains mois, pouvoir arriver, j'espère bien, à faire adopter, à faire promulguer par le chef de l'État. Une loi existe, on dit souvent que l'une est censée ignorer la loi, mais il existe encore des centres qui prodiguent des soins de façon clandestine à travers le pays. Pourquoi le phénomène à la peau est aussi dur? Vous savez, depuis 2018, au regard des dysfonctionnements qui existent, au regard des cas qui sont enregistrés au niveau des structures sanitaires qui proviennent justement de ces structures illégales, créées et tenues par de faux médecins, de faux docteurs qui n'ont jamais fait une école de médecine ou de sage-femme ou d'infirmier et qui donnaient gratuitement la mort, nous avons engagé une lutte sans faille contre cette structure. Et je peux vous dire que nous en avons fermé plus de 1500. Plus de 1500. Et parallèlement, pour qu'il n'y ait pas un vide qui se crée et qui laisse la place justement à ce que ça revienne, nous avons procédé à l'autorisation de structures réellement capables de donner des soins avec du personnel qualifié et adapté à plus de 1000 autres structures de santé. Mais on se rend compte que c'est une lutte quotidienne. Parce que derrière, lorsque vous les fermez, ils s'arrangent toujours pour pouvoir encore aller recréer à d'autres endroits. Parfois avec la complicité naïve des populations qui ne savent pas qui est le docteur, qui est la sage-femme, qui est l'infirmier, mais qui est un nettoyant. Vous savez, en plein Cotonou, dans le quartier de DJ, je suis allé tomber sur un centre inimaginable où vous aviez une dame qui était habillée en rose comme une sage-femme et qui avait déjà donné la mort la nuit à une femme qui est décédée. Et quand vous voyez les soins qui ont été prodigués, c'est une aberration. Évidemment, ça a été fermé, la personne a été traduite en justice et a été enfermée, avait une peine privative de liberté, carrément. Et ça, malheureusement, c'est une lutte qui est au quotidien que nous devons mener avec l'accompagnement de tout un chacun et surtout des populations pour identifier et mettre hors d'état de nuire ces nids, de mort gratuite. Mais, monsieur le ministre, est-ce que ce n'est pas parce que les soins ne sont pas des plus accessibles à ces populations que les médecins finalement se décentralisent dans les sacs au quartier, aussi dans le secteur privé? Aujourd'hui, vous avez fait un effort au niveau du traitement dans le public, mais est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a très peu de médecins qui se plaisent à vivre dans le privé aujourd'hui au Bénin? Les médecins qui sont dans vous savez, le problème est, il faut voir le problème de deux points de vue différents. Il y a d'abord les structures qui sont tenues par de vrais médecins, des cabinets de soins tenus par de vrais infirmiers et des cabinets d'accouchement tenus par de vraies sages-femmes pour lesquels il n'y a pas de problème, a priori, et dont les actions de la cellule de contrôle d'expression permettent d'aller encore plus en avant dans la qualité des soins. Mais il y a des structures qui sont totalement illégales, qui sont tenues par des personnes qui n'ont aucune qualification, qui ne peuvent pas être tolérées, qui ne sont pas acceptables, qu'il faut fermer de façon radicale. Et donc, ce n'est pas par défaut de structures qui soient les structures adaptées que ça se crée. Non, pas du tout. Quand je prends l'exemple de Cotonou, quand vous allez à DJ, autour de DJ, il y a plusieurs structures de santé publique. Il n'y a pas que Cotonou. Il y a plusieurs, il y a des zones. Dans le plateau, on a fait une lutte acharnée, par exemple, dans le plateau.
Il y a plein d'endroits. La dernière fois, c'est dans la Takura, dans un arrondissement de la Takura, que nous avons identifié une structure clandestine comme ça, qui officiait. Et quand vous voyez ce qu'il y a dedans, c'est effrayant, c'est énorme. Pendant que dans le même temps, il y a la structure publique qui n'est pas loin et qui donne des soins. Parce que l'État, ça s'est arrangé. Vous savez, notre pays a un maillage en infrastructure sanitaire qui n'est pas du tout mal. Ce n'est pas peut-être encore à 100%, mais avec pratiquement 92% de maillage du territoire en structure de santé publique par rapport aux normes qui existent. Sans compter les structures privées également qui sont là, bien sûr, qui sont constantes dans les grandes agglomérations. Monsieur le ministre, lorsqu'on fait le ratio aujourd'hui, nombre de Béninois à prendre en charge par une structure sanitaire, nous sommes à combien en termes de statistiques? Parce qu'il y a des zones dans lesquelles il faut faire une trentaine de kilomètres, peut-être une quinzaine de kilomètres pour atteindre la première formation sanitaire qui n'offre pas encore tous les soins possibles. Vous savez, il y a des normes qui existent qui réglementent l'installation des structures sanitaires. Et c'est ces normes que nous essayons aujourd'hui de traduire justement sur ce qu'on appelle la carte sanitaire. Parce que c'est un des éléments majeurs qui n'existait pas dans le pays. Vous savez, il y a une carte pharmaceutique aujourd'hui qui permet de dire à tel endroit ou à tel autre, on mettra en place une pharmacie. Ça n'existe pas pour les structures de santé, de soins de santé. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place une carte sanitaire qui permettra demain de dire à tel endroit, il doit y avoir un centre de santé, à tel endroit, il doit y avoir un cabinet de soins, à tel autre endroit, il doit y avoir un hôpital, ou quelque chose d'y afférent. Et donc, cet outil manquait. Nous sommes en train de mettre en place cet outil. Mais au-delà de ça, il y a des normes qui existent. Par exemple, pour les soins curatifs, c'est-à-dire que si vous souffrez d'un paludisme ou d'une hypertension et qu'on sort, on dit que la structure qui doit pouvoir vous prendre en charge doit être dans un rayon de 5 km. Pour les soins liés à l'accouchement, la norme qui existe, c'est que c'est dans les 2 km que ça doit exister. On n'en est pas encore totalement là aujourd'hui, mais je vous assure que le maillage du territoire aujourd'hui, par rapport aussi bien aux structures curatives, aux soins de santé curatifs, que pour les soins liés à la femme, c'est-à-dire à l'accouchement, ne sont pas du tout mal. Quel type de piste rurale, monsieur le ministre? Quand vous allez vers la zone du septentrion, les distances sont plus grandes. Et vous avez des endroits où il n'y a pas du tout, il n'y a même aucune agglomération sur une bonne distance. Vous pouvez avoir un petit hameau quelque part, éparse ou quelque chose. On ne peut pas faire autrement que de mettre en place des dispositifs pour que ces gens-là puissent se déplacer et aller justement vers les structures. Et c'est là où nous devons travailler avec les autorités locales. Parce que organiser les soins dans une communauté, c'est fondamental. Et quand vous avez par exemple un arrondissement qui a peut-être une dizaine de villages, où on identifie que le centre central, ça permet de couvrir peut-être les 3 quarts, mais qu'il y a un village, une série de villages qui sont trop loin, on crée ce qu'on appelle des maternités isolées ou des dispensaires isolés pour pouvoir les desservir. Et ça, justement, c'est tout ça qu'on va consacrer avec la carte sanitaire. Mais déjà, dès maintenant, il y a un effort substantiel qui est fait par rapport à ce maillage. Donc, ce n'est pas ça. Le problème qui existe aujourd'hui, vous savez, Monsieur William, Monsieur Franck, vous avez bien envie que dans votre village, il y ait un centre de santé. Bien sûr. Chaque Béninois a envie de ça. Malheureusement, ce n'est pas possible. Et c'est ça, en fait, le problème majeur pour lequel l'État n'a pas les moyens ou les normes ou les standards? Les normes et les standards, vous imaginez bien, on ne peut pas mettre un centre dans chaque village pour desservir combien de population? Pour y mettre un médecin, un infirmier, une sage-femme? Non, on ne peut pas le faire. Cette ambition-là, non. Tout le monde peut avoir accès aux soins à tout moment. Même dans les pays occidentaux, ce n'est pas ça. Ces répartitions obéissent à des règles, à des normes. Et chaque médecin doit pouvoir desservir un certain nombre de populations. Ainsi, il en est de même pour chaque sage-femme et chaque infirmier. Et donc, c'est sur ces normes qu'on se base pour pouvoir faire cette répartition, pour pouvoir définir la carte sanitaire. Et c'est ça, vous savez, c'est légitime que chacun de nous ait envie d'avoir un centre dans son village. Mais malheureusement, ce n'est pas possible de le faire ainsi. De chez vous, vous avez bien envie de sortir chez vous, de marcher et d'entrer dans le centre de santé juste à côté. Mais ce n'est pas possible. Quand vous quittez chez vous, vous n'avez pas un centre de santé juste à côté de chez vous. Vous devez vous déplacer pour aller quelque part, pour aller vous faire soigner. C'est exactement la même situation. Et c'est pour ça que, même dans les contrées reculées, il faudrait qu'avec les autorités locales, que la communauté s'organise, pour que par rapport à l'existant, qu'on puisse s'organiser pour se déplacer, pour aller vers la structure de santé où il y a le personnel qualifié pour prendre soin de soi.
Infrastructure et équipement. Venons-en, Monsieur le Ministre. Quand on le dit sous la rupture aujourd'hui, on pense d'abord au centre hospitalier international de Calavi, un hôpital de référence bien annoncé qui est presque à terme aujourd'hui. De quoi s'agira-t-il ou de quoi s'agit-il désormais? C'est un projet qui est déjà concrétisé. Nous sommes sur la dernière ligne droite. D'ici 2-3 mois, le centre hospitalier international de Calavi, que je considère que l'un des les plus grands hôpitaux de la sous-région, va être effectivement terminé. Avec des hélicoptères comme au Ghana? Il y a une plateforme qui est prévue pour qu'on puisse faire également justement des transports héliportés vers ce centre, effectivement. Et ce centre, évidemment, va ouvrir ses portes d'ici la fin de l'année et les affections les plus graves qui soient, ils seront prises en charge. Et de fait, le corollaire, c'est que nous allons pouvoir réduire les évacuations sanitaires également, puisque toutes les affections graves qui existent peuvent être prises en charge avec le plateau technique qui y sera, ou bien qui est en train d'être déployé. Nous allons pouvoir prendre toutes ces affections et de fait, il n'y aura plus de raison d'évacuer. En effet, quand vous avez un plateau technique de cette envergure, il est plus facile de déplacer un médecin de n'importe où dans le monde pour venir et renforcer l'équipe présente sur place pour opérer 2, 3, voire 10 malades. Au lieu qu'on envoie quelqu'un de ce pays-ci vers l'extérieur avec beaucoup de dépenses, beaucoup de frais y afférents pour aller se faire soigner quelque part. À terme, c'est une révolution majeure. Quelle sera la capacité d'accueil de ce centre-là? Alors la capacité d'accueil de ce centre est de 430 lits. Donc c'est quand même assez important. Mieux que le CNHU? Mieux que le CNHU. Mieux que le CNHU. Mais la démographie aujourd'hui évolue à un rythme exponentiel. 400 places, d'ici à quelques années encore, on sera obligé de vouloir l'étendre, de chercher d'autres espaces, non? Et le gouvernement a une vision futuriste. C'est pour ça que dès maintenant, nous sommes déjà en train de travailler sur un autre projet de construction d'un complexe hospitalier universitaire aussi grand à Tobin. Il y aura un CHU général, un CHU mère-enfant qui va faire des soins de qualité pour les mères et les enfants, adossé à une maison de santé. Donc, et ce complexe aura une capacité de près de 700 places. Donc le CNHU va disparaître ou le CHUMEL peut-être? Nous sommes en train de travailler dessus. Nous allons communiquer en temps opportun les informations par rapport à la disparition ou bien à la préservation de ces espaces hospitaliers. Ça peut être complémentaire, c'est une éventualité qui est sur la table, mais ça peut être complémentaire également. Mais donc, c'est pour vous dire que nous voyons déjà loin par rapport au CHIC qui existe déjà. Nous sommes déjà en train de mettre en place Tobin. Nous sommes en train de construire aujourd'hui un CHU psychiatrique vraiment de qualité qui répond vraiment aux normes internationales à Alada. Et au-delà de ça, nous sommes en train de réhabiliter les infrastructures qui existent déjà, renforcer leur capacité d'accueil également pour faire en sorte que nous puissions de façon vraiment opérationnelle mailler l'ensemble du territoire pour que tous les citoyens du Bénin puissent avoir accès à des soins déjà, mais encore plus à des soins de qualité. Monsieur le ministre, à Tobin, au moins, il y a la route des Perches, mais à Bomé-Calavi, il n'y a qu'un seul pont qui entre dans Calavi. Le CHIC, avec tous ces standards, vous me direz qu'il y a une infrastructure, un projet d'infrastructure en cours, mais quel sera de façon pratique le quotidien des Béninois qui iront au CHIC? Est-ce que ce sera un hôpital pour l'élite? Parce que c'est ce qu'on entend dire. Et surtout, qui seront les animateurs? Ce n'est pas du tout pour l'élite. Cet hôpital sera pour ceux qui présentent des affections qui nécessitent qu'ils aillent au CHIC. Si vous avez un petit palu, vous n'allez pas vous pointer au CHIC pour vous faire soigner. Bien que vous ayez envie d'aller dans cet hôpital de renom, qui vous plaît bien, qui est impressionnant, pour aller vous faire soigner. Mais ce n'est pas pour un palu que vous allez partir au CHIC, non. Il y a un système de référence qui va être organisé autour pour que ce soit les patients. Mais si je suis dans les environs du CHIC et j'ai un palu qui me dérange, il y a des palus qui font par exemple élever la température à plus de 40, 42. Est-ce qu'il faut quitter le CHIC pour aller dans une autre formation sanitaire? Vous avez en face l'hôpital de zone de Calavi pour pouvoir vous prendre en charge. Justement. C'est pour ça que le système de santé est organisé sur une pyramide. Pour qu'à chaque niveau corresponde un certain type de soins. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain vous lever tout seul pour aller vers une structure de référence parce que vous vous dites, bon, j'ai un petit quelque chose, mais moi je préfère aller là-bas. Il y a des pays qui sont organisés pour faire en sorte que si vous prenez cette décision,
vous allez payer le prix. En allant peut-être au niveau du centre de santé, pour aller soigner votre paludisme, vous pouvez payer peut-être 0 francs, mais en allant à l'hôpital, pour pouvoir payer, vous allez peut-être payer 10 000. C'est un choix. Mais si on ne structure pas, on n'organise pas les soins, vous allez voir le chic, si tout le venant vient au chic, vous allez voir le premier jour du chic, où le chic va ouvrir là, vous allez le voir envahi par tout le monde. Donc c'est pas comme ça va se passer. On va faire les choses en sorte que ce soit vraiment les affections qui nécessitent qu'on aille au chic, qui y viennent pour que vraiment... Alors un mot rapidement sur le niveau des travaux. Est-ce que le chantier, vous avez dit d'ici à 3 mois, les infrastructures, les bâtis sont achevés? La mise en place du plateau technique, c'est ça qui est en cours. Vous en êtes où concrètement? Les bâtis sont achevés. Nous sommes en train aujourd'hui de mettre en place les équipements. C'est ça les équipements. Nous avons commencé l'installation des équipements. Donc nous sommes vraiment sur la dernière ligne droite pour réceptionner. Le 30 juin, le 28 juin ou le 30 juin, je dirais, c'est terminé. D'accord. Pour les adeptes du développement équilibré, permettez qu'on aborde, voyez le septentrion, Bembereke, Natitengu, Bokumbe, des gens qui doivent se référer par exemple au chic pour se faire soigner. La distance n'est pas assez trop longue pour se déplacer. C'est vrai, vous avez dit une plateforme pour les faire déplacer. Et si vous avez beaucoup de patients qui doivent être soignés au même moment, vu la distance. La question, c'est est-ce qu'ils ont besoin de ces soins? Oui, je suppose qu'il y a des patients, des sujets qui ont besoin de ces soins et qui doivent être déplacés vers le chic. Entre quitter Natitengu Bukumbe pour venir à Cotonou, entre 400 et 600 km, et quitter Cotonou pour aller à Paris, vous voyez la différence? En avion, ça fait 6 heures. Voilà. Là-bas aussi, ça peut prendre plus de 6 heures. Ça fait 6 heures, mais non, si c'est un hélicoptère qui vous transporte, ça ne fait pas 6 heures. Encore qu'aujourd'hui, avec le vaste programme qui est en cours avec le gouvernement pour les voies, vous voyez, toutes les voies sont aujourd'hui pour transporter avec une ambulance pour quitter Parakou pour venir à Cotonou. Ce n'est pas avec les voies qui existent aujourd'hui, qui sont bien, c'est assez rapide et on le vit au quotidien. Vous savez, il y a des patients qui sont arrivés de Parakou pour venir à Cotonou et c'est assez rapide aujourd'hui. Et je pense que, en fait, le nombre de patients qui vont quitter en urgence, vraiment, je parle de situation d'urgence, pour quitter peut-être le centre septentrion pour venir se soigner au chic, ce ne sera pas si impressionnant que ça. Monsieur le ministre, ce que cette question sous-entend, en fait, c'est ce que deviennent les autres formations sanitaires à l'intérieur du pays, leur plateau technique, les hommes qui animent, les personnels de santé qui animent ces différents centres. Justement, vous avez pu connaître la dernière fois que le gouvernement a pris la décision de rénovation ou de réhabilitation ou de reconstruction de cette infrastructure sanitaire. Et quand vous prenez par exemple la région du Septentrion, comme vous l'avez évoqué, vous prenez pas, il y a trois grands hôpitaux qui sont là, par exemple. Je prends le CHUD Borgou, qui est à Parakou, le CHD Natitengu, avec un hôpital de zone qui est à Tena, et le CHD Donga, avec un hôpital de zone qui est à Tena. C'est des infrastructures pour lesquelles le gouvernement a mis en place un programme pour pouvoir les réhabiliter complètement et mettre en place les équipements qu'il faut pour pouvoir aller de l'avant. Quand on prend le CHUD Borgou aujourd'hui, vous avez un scanner de haute performance, 64/128, qui y fait un travail formidable. Donc, c'est vous dire que le programme qui est en cours concerne l'ensemble du territoire et aussi bien les infrastructures que les équipements. Et c'est faire en sorte que demain, tout le monde n'a pas besoin d'être référé forcément vers le chic. Quand on est malade dans le septentrion, on peut être pris en charge à Natitengu, à Djougou, à Parakou, Kandi, voilà. D'accord. Je me rappelle, William, vous permettez, quand on construisait l'hôpital d'instruction des armées à Parakou, c'était un joyau. Parakou était, disons, s'en félicitait. Mais quelques années après, on a remarqué que d'abord les populations ne visitent plus ce centre, ainsi de suite. Et même la beauté qu'on y voyait, ça commençait un peu par baisser. Pour le chic, parlons-en. Comment se fera l'entretien? Parce que c'est un truc Maos qui va être mis en place. Quelle est la politique d'entretien qui est prévue? Vous avez posé une question très pertinente. L'entretien des structures sanitaires, c'est quelque chose de primordial. Et aujourd'hui déjà, si vous entrez au CNHU, le CNHU que vous voyez il y a de cela une dizaine d'années, ce n'est pas le CNHU que vous voyez aujourd'hui. Il y a une différence majeure, aussi bien en termes de présentation qu'en termes d'entretien, avec des contrats avec des structures privées qui viennent assurer justement l'entretien au niveau hospitalier, qui est quand même un entretien assez particulier. Donc sur le chic, il y aura ce genre de prestations. Et derrière ça, il y a également le problème de maintenance.
également des équipements. C'est un des problèmes majeurs que nous avons dans beaucoup de pays par rapport à la maintenance. Et c'est pour ça que le gouvernement a identifié très tôt ce problème et a décidé de l'adresser par la création d'une agence dédiée totalement et exclusivement à la maintenance qui va mailler l'ensemble du territoire et évidemment qui va intervenir justement au Chic. Parce qu'il ne sert à rien d'acheter des équipements qui 2 ou 3 jours après tombent en panne et alors là, les prestations ne sont plus offertes. On a eu des appareils qui ont été mis en place dans ce pays qui ont fait peut-être un temps très court, qui sont tombés en panne et personne n'a pu les réparer. Nous allons faire en sorte de conjuguer définitivement au passé ce genre de phénomène. Et c'est pour ça justement qu'une politique hardie a été mise en place pour que nous puissions faire en sorte que la maintenance de ces équipements soit effective, soit une réalité et permette de pouvoir assurer en continuité les soins de qualité. Monsieur le ministre, les malades d'insuffisance rénale suivent cette émission. On s'en voudrait de ne pas vous demander si au Chic, il y aura maintenant des transplantations de leur rein peut-être, de sorte à ce que ce qu'ils crient depuis toujours, ou depuis vos fameuses mesures contre la dialyse, qu'ils soufflent et qu'ils se disent qu'ils ont encore une espérance de vie qui pourrait se rallonger de quelques mois quand même. Je voudrais d'entrée de jeu dire qu'il n'y a pas eu de mesures contre la dialyse. Au contraire, le gouvernement a fait des efforts substantiels pour améliorer déjà la qualité de ce qui est fait par rapport à la dialyse, mais également la qualité de vie de nos concitoyens qui souffrent d'insuffisance rénale chronique. Pour preuve, regardez aujourd'hui, le parc du CNHU a été totalement rénové, totalement renouvelé à Parakou ici, avec la mise en place d'équipements de dialyse totalement ouverts, ce qui a permis justement de réduire de façon substantielle le coût du kit de dialyse. Et ça, c'est fondamental. Il faut pouvoir travailler à réduire le coût du kit pour malgré la levée des subventions. Malgré cela. En fait, quand vous avez des appareils ouverts, le kit utilisé pour réaliser la dialyse, vous pouvez aller sur le marché et vraiment challenger suffisamment le coût pour qu'on puisse le réduire. Si vous avez un appareil qui est fermé, celui qui l'a fabriqué l'a fermé, et vous vend le kit au coût qu'il veut. Vous n'avez aucune marge de manœuvre. Et c'est ce qui a eu lieu jusque-là. Le gouvernement fait en sorte de mettre en place des appareils ouverts pour que nous puissions désormais pouvoir challenger les coûts des kits, ce qui permet de réduire substantiellement déjà le coût de la dialyse. La deuxième chose, le gouvernement a créé et mis en service les centres de dialyse du CHUD Ouémé et du CHD Zou. C'est majeur. Aujourd'hui, les patients qui quittaient à Bomé et Dassa pour venir faire la dialyse à Cotonou, ils s'arrêtent à Bomé aujourd'hui, ils ont leur dialyse. Je voudrais que nous puissions voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Nous sommes partis de loin, nous sommes en train d'aller loin. Et je pense qu'il faut pouvoir saluer les efforts qui sont déjà faits. Évidemment, la cerise sur le gâteau, c'est qu'au niveau du centre hospitalier de Calavi, nous sommes en train de travailler déjà pour que la greffe rénale, notamment l'autogreffe, puisse être l'allogreffe, pardon, puisse être une réalité. Et par rapport à ça, une série de tests législatifs et réglementaires qui doivent accompagner, les dons d'organes est en cours de finalisation pour être justement acté avant que nous commencions déjà à travailler sur ça lorsque le Chic va ouvrir. C'est vous dire qu'il y a des perspectives très très heureuses pour les patients dialysés. Beaucoup de choses à faire au Chic de Calavi. Alors, quel est le type de personnel que vous allez affecter là? Parce que si on ouvre un centre de cette envergure-là et que nous devons avoir quoi faire à un personnel qui accueille mal, à un personnel qui n'est pas dévoué, à un personnel auquel on doit reprocher encore ce qu'on reproche aux personnels qui sont dans les autres formations sanitaires, ça veut dire que les objectifs ne seront pas atteints, ce ne sera pas bien pour ce centre. Alors, quel type de personnel vous entendez affecter dans ce centre? Nous allons faire en sorte aujourd'hui de faire que les structures hospitalières aient une autonomie de gestion. Déjà. Et cette autonomie de gestion sera encore plus renforcée au niveau du Chic. C'est-à-dire que demain, le directeur du Chic, il d'abord va recruter ses ressources humaines directement. Nous sommes accompagnés pour pouvoir faire le recrutement. On va lancer des appels d'ici peu, des appels à candidature au niveau international, partout dans le monde. Si les gens veulent travailler au Chic, ils vont pouvoir venir pour travailler au Chic. Aussi bien des Béninois qui sont ici que d'autres personnes qui viennent de l'extérieur. C'est la première chose. La deuxième chose, si vous venez, vous avez un cahier de charge. Si vous ne remplissez pas votre cahier de charge, l'administration va vous remercier et vous remplacer.
C'est-à-dire qu'il y aura une tolérance zéro pour les mauvais comportements au niveau du chic. Mais pas seulement au niveau du chic, nous sommes en train de travailler sur ça pour l'implémenter également dans l'ensemble de nos structures sanitaires. Nous avons aujourd'hui une obligation de faire en sorte que la gouvernance qui va être implémentée et qui est en train d'être implémentée au niveau des structures sanitaires laisse une place zéro au mauvais comportement. Ça, c'est fondamental. Depuis l'accueil des patients jusqu'à la qualité des soins qui est donnée, et il faut pas, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de laxisme. Il ne faut pas le faire. On parle de vie humaine, on parle de soins, on parle du fait que lorsqu'on fait une erreur, c'est sanctionné par la mort. Donc, il ne peut pas y avoir de tolérance par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'au niveau du chic, mais également dans toutes les autres structures, nous veillons à implémenter vraiment un dispositif qui permet aujourd'hui à chaque équipe de gouvernance des structures de prendre les ressources humaines et s'ils ne font pas bien le boulot, de les remercier. Benjamin Nkwati, le BD qui a autant de compétences dans ce domaine, qui a un excellent centre, qui forme autant de Béninois, qui dans des pays à l'étranger, en Occident, brille, je ne vous apprends rien, mais ce BD-là sera obligé de s'ouvrir à des compétences dites internationales. C'est ce que vous sous-entendez? Je sous-entends ça parce que malheureusement, nous avons effectivement des compétences. Les médecins béninois sont formidables, ils abattent un travail formidable et on a de très bons spécialistes. Mais malheureusement, comme vous le savez, on n'a pas toute la pratique ici. Quand je prends le domaine de la chirurgie cardiaque, comme vous le savez bien, nous avons commencé depuis bientôt 3 ans à opérer à cœur ouvert à Cotonou. Et dans le même temps, nous sommes en train de travailler pour renforcer les compétences des ressources humaines que nous avons en place. Et actuellement, il y en a qui sont en formation, en stage à l'extérieur, pour se faire renforcer encore plus, pour revenir, pour travailler pour le pays. Et ça, c'est le cas également dans beaucoup d'autres domaines. Il ne s'agit pas seulement de la formation qui est faite ici. Il y a des pathologies, il y a des affections pour lesquelles, des domaines dans lesquels il faut aller faire une surspécialisation peut-être pour pouvoir le faire. Et c'est ça, en fait, cette demande que nous allons pouvoir avoir de l'extérieur. On ne comprend pas le sort qu'on réserve à ces gens qui reviennent. Je pense par exemple aux chirurgiens dentistes revenus du Sénégal. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, monsieur le ministre? Ces chirurgiens dentistes qui sont revenus du Sénégal, nous les avons rencontrés, puisque c'est l'État qui a pris la décision de les envoyer, de les faire former. Ils sont revenus effectivement. Nous les avons aidés à s'inscrire à l'ordre des chirurgiens dentistes. Et dans un deuxième temps, nous avons contacté tous les autres hôpitaux qui disposent de tables dentaires, de cabinets dentaires, pour qu'ils puissent contractualiser avec ces chirurgiens dentistes pour commencer à travailler. En attendant le recrutement qui va être fait dans quelques jours par l'État. Nous avons ouvert des postes pour l'ensemble de ces chirurgiens dentistes que nous avons eu à former. Les besoins sont énormes dans le pays et nous avons fait en sorte que sur l'ensemble du territoire, nous puissions mettre en place des cabinets dentaires pour que ces chirurgiens dentistes puissent vraiment travailler, exercer leur pratique. Et c'est déjà quelque chose qui est là. Comme vous le savez, le Conseil des ministres a autorisé il y a de cela 2 semaines le recrutement de près de 800 agents pour le secteur de la santé. Dans ces 800 agents, il y a justement la place pour ces chirurgiens dentistes. Benjamin Nkwati, on va parler équité et offre de soins, mais avant ressources humaines, parce que nous faisions la transition. Vous avez déjà parlé du recrutement annoncé. On peut citer aussi les 1400 agents recrutés par l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, le Béninois est aisé de rentrer dans le centre de santé de son quartier, dans l'hôpital à côté? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez pu régler le problème avec la ressource humaine qu'il faut, le problème des agents postés? Parce que, sans pour autant vous laisser répondre, sans ajouter ce détail, apparemment, ils quittent le poste quelque temps après être recrutés par l'État. C'est un problème crucial que vous avez abordé qui existait. C'est la répartition équitable des agents de santé sur le territoire. Et effectivement, le gouvernement a déjà recruté depuis 2016 près de 2700, disons 2800 agents qui ont été injectés dans le système, dont 451 médecins, près de 1000 infirmiers et près de 450 sages-femmes. Si vous allez aujourd'hui dans les maternités, il n'y a plus de maternité tenue par un agent non qualifié. Alors qu'avant, il y a cela une dizaine d'années, allez dans le Septentrion, vous ne voyez pratiquement aucune maternité tenue par une sage-femme ou un agent qualifié. Ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, nous avons réglé ce problème-là définitivement. Définitivement, sur tout le territoire. Nous avons réglé sur tout le territoire. Si vous arrivez à identifier une maternité publique, allez dans le Septentrion, qui n'est pas tenue par un agent qualifié, c'est-à-dire une sage-femme ou une infirmière qui a une délégation de compétences par rapport à ça,
faites mon part. Mais le privé compte beaucoup plus. J'espère que d'ici quelques temps, dans le privé aussi, vous pourrez affirmer aussi que sur toute l'étendue du territoire, c'est pareil. Le privé est tenu par la cellule de contrôle d'inspection. Justement, la cellule de contrôle avec ses antennes départementales couvre également ça et vérifie, s'assure. Dès qu'ils arrivent là-bas, ils trouvent qu'il n'y a pas les ressources humaines. Même quand ils arrivent, ils trouvent que les ressources humaines vont et viennent, ils ne sont pas là de façon permanente, là, ils ferment. Non, aujourd'hui, tout est réglementé, tout est régi. Ce que vous dites pour le public, on peut le dire autant pour le privé. La cellule de contrôle a fermé des structures publiques. Ah oui, la cellule de contrôle d'inspection a fait fermer des structures publiques qui ne répondaient pas aux normes. Donc, ce qui est appliqué n'est pas seulement pour le privé, non. C'est valable pour le public et le privé. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour faire en sorte que, avec les ressources humaines qui ont été recrutées, nous pouvons mailler totalement le territoire. La deuxième chose qui est fondamentale, qu'il faut souligner, c'est que derrière, nous sommes en train de faire en sorte que la sollicitation des structures pour les soins curatifs puisse baisser. Et c'est pour ça que le gouvernement a innové en mettant en place un nouveau système de santé communautaire. Il s'agit de quoi? Il s'agit aujourd'hui, pour les citoyens lambda qui vivent n'importe où dans le pays, nous avons mis en place un relais communautaire. Le relais communautaire, c'est qui vit dans la communauté, qui a été identifié par la communauté, qui couvre environ 200 ménages, qui vit avec ces communautés au quotidien, qui les accompagne pour la promotion de la santé, la prévention des maladies. Et lorsqu'une maladie survient, il les incite à aller très vite à l'hôpital ou bien au centre de santé pour se faire soigner. Les enfants, vous voyez, ils venaient avant complètement blancs, comme ma chemise, à l'hôpital pour mourir du fait du paludisme, parce qu'ils restaient longtemps à la maison. Et ils venaient complètement anémiés. Aujourd'hui, avec cette nouvelle santé communautaire, il n'y aura plus ça. Un enfant qui est suivi chaque semaine par un relais communautaire, dès qu'il tombe malade, on le sait, on l'envoie automatiquement. Idem pour les femmes enceintes, elles vont consulter plus tôt, elles vont avoir des soins plus tôt. L'hygiène de l'environnement dans la famille, l'école, la nutrition sont également adressées. C'est une politique innovante qui est scrutée par l'ensemble du monde entier. Je vous dis vraiment, tous les partenaires nous scrutent actuellement parce que ce que nous avons fait, ce que nous sommes en train de faire au Bénin en matière de santé communautaire est vraiment innovant. Et nous avons donc fidélisé ces relais communautaires qui sont couverts par des infirmiers qui les supervisent. Et tout ça, c'est digitalisé. C'est extraordinaire. Donc, nous allons prévenir la maladie. Maintenant, lorsque la maladie vient, lorsqu'ils vont au centre de santé, les problèmes vont au centre de santé, ils vont trouver des ressources humaines qualifiées pour les prendre en charge de façon précoce. C'est édifiant. Mais malgré tous ces efforts qui sont faits, monsieur le ministre, vous convenez qu'il y a beaucoup de déviance encore dans le secteur. Que faites-vous justement pour que ces acteurs-là, surtout les nouvelles recrues, soient quand même des agents modèles, des agents qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour sauver des vies humaines et pour rendre les soins vraiment, pour faire des soins de qualité? Je vais parler de ce qui s'est déjà passé, de ce qui va venir. Vous savez, nous identifions au quotidien des déviances. Je ne dis pas que tous les acteurs sont mauvais. Il y a énormément d'agents de santé, aussi bien les médecins, les sages-femmes, les infirmiers, qui font un travail extraordinaire. Je vous assure, c'est un travail extraordinaire, qui se donnent au quotidien, qui se battent au quotidien pour sauver les vies. Malheureusement, nous avons des problèmes de comportement sociétal qui existent toujours chez certains, qui font qu'il y a des déviances qui constituent des freins à l'offre de soins de qualité. Et depuis lors, nous avons, je peux vous dire, depuis 2022, depuis 2019 que la cellule de contrôle a commencé à travailler, nous avons déjà connu plus de 60 dossiers qui ont été passés au niveau de la commission paritaire, qui est l'instance qui connaît des problèmes disciplinaires. Et nous avons déjà sanctionné. On en a radié, on en a licencié, on en a suspendu pour 3 à 6 mois. On en a blâmé. Mais malgré ça, les déviances continuent. On a associé les syndicats. Parce que je dois féliciter les syndicats parce qu'ils ont accepté vraiment, ils viennent pour plaider, pour qu'on puisse faire, mais ils comprennent eux-mêmes que les déviances sont majeures. On les a associés pour sensibiliser. Et comme ils participent à la commission paritaire, ils ont le temps d'apprécier également l'ensemble des dysfonctionnements et les dégâts que ça cause. Donc nous sommes dans un travail quotidien pour faire en sorte que nous puissions avoir le système de sanctions derrière, mais qu'on puisse également mettre des sanctions positives, des sanctions négatives, mais qu'on mette des sanctions positives pour féliciter, encourager les bons agents, pour donner le bon exemple.
Vous savez, les jeunes médecins, les jeunes sages-femmes et infirmiers, déjà, lorsqu'ils sont sur les bancs et qu'on les envoie en stage, lorsqu'ils arrivent dans des milieux comme ça qui sont pourris, ils commencent à avoir des mauvais comportements déjà, avant même de sortir. Et c'est pour ça que, dès maintenant, en déployant ces nouveaux agents sur le terrain, on fait en sorte qu'on les informe sur ce que prévoit justement le Code du travail, ce que prévoit notre déontologie en matière de soins dans les structures de santé, pour leur dire attention, faites le bien, c'est pour vous, c'est pour les autres, c'est pour vos familles, c'est pour l'ensemble du peuple béninois, mais attention, si vous faites mal, vous serez sanctionné, vous serez puni. Vous savez, j'ai vu une sage-femme qui est venue, une fois on l'avait suspendue pour 6 mois. 6 mois, elle est restée sans salaire pour 6 mois. Je peux vous assurer que ce qu'elle a vécu pendant ces 6 mois était infernal. C'est pas avec le cœur, de gaieté de cœur qu'on le fait, mais on est obligé de le faire ainsi. Et je pense que ce genre de message est passé. Elle a compris tout le mal qu'elle a pu se faire, qu'elle a pu me faire à sa famille également. Sans oublier les peines privatives de liberté qui viennent lorsqu'on commet ces fautes-là. Et les sanctions disciplinaires qui sont également données par les différents ordres. Parce qu'aujourd'hui, nous avons fait en sorte que les centres disciplinaires des ordres soient totalement opérationnels. Et justement, ces ordres connaissent également des dossiers pour pouvoir émettre les sanctions disciplinaires. Donc, je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous avons bon espoir. Ce n'est pas que c'est rose encore, mais nous travaillons au quotidien pour faire en sorte que ces comportements puissent réduire de façon substantielle. Et demain... Oui, monsieur le ministre, n'est-ce pas un regain de frustration? Parce qu'en matière d'attractivité, je ne vous apprends rien. L'exode dans votre secteur, on ne dit pas ce qu'il est. Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils sont contraints de faire un travail, on leur demande de faire un travail avec des outils qu'ils n'ont pas, qu'ils développent peut-être des vices professionnels, si je me permets de l'appeler comme ça? Vous savez, les outils, ça me fait toujours sourire quand on me parle des outils. On parle de quel outil? Vous savez, le Bénin a investi énormément au cours des dernières années en matière d'équipement. Vous avez l'IRM au CNHU, vous avez des scanners à Kodo, au CNHU, à Parakou. Il y a un scanner qui vient bientôt à Abomey, à Abomey et à Porte-Nouveau. Vous avez des équipements de laboratoire, des échographes, plus de 500 échographes qui sont déployés. Vous avez des équipements de pointe qui sont déployés au quotidien. Ce que je dis et je reproche toujours aux administrateurs des structures, vous devez faire en sorte que les besoins que vous avez puissent être satisfaits. Ce n'est pas au ministère de pouvoir acquérir tout ça. Je prends un exemple simple. Il y a un appareil qu'on appelle une ventouse qui permet de faire sortir les bébés quand ils sont pratiquement en train de sortir, qui n'arrivent plus à sortir. La femme n'a plus d'efforts pour pousser. Une ventouse coûte 100 000. 100 000 francs CFA. Est-ce que vous estimez qu'une formation sanitaire périphérique va attendre que le ministère vienne acheter une ventouse? Est-ce que les procédures leur permettent d'acquérir cela? On a été loin. Quand la société de contrôle a commencé à travailler, nous avons ce qu'on appelle le fonds d'amortissement. Ils mettent 5% des recettes dans le fonds d'amortissement et avec des procédures simplifiées qui leur permettent d'acheter, d'acquérir des équipements dans ça. Mais derrière, ce qui se passe, c'est que les recettes des centres ne rentrent pas dans les ventes sanitaires. Avec la vente ici de médicaments, le rançonnement des malades, les recettes des centres, ça dit qu'on transforme les centres de santé en un panier au veste de l'eau. Alors qu'on doit pouvoir sécuriser les recettes des centres pour les utiliser, pour pouvoir assurer la mise en place des équipements, des intrants qu'il faut pour pouvoir soigner. Et c'est pour ça que nous menons une lutte acharnée justement contre justement la vente illicite des médicaments et les rançonnements. Vous venez dans un centre de santé, je vais vous donner un exemple simple. Vous venez, on vous met un reçu à souche. L'agent de santé qui est à la caisse avec la complicité d'autres personnes, ils mettent un carton. C'est autre chose qui est écrit sur le reçu blanc qui est remis au patient, on lui met le bon montant, ça peut être 20 000 francs, on lui met 20 000 francs dessus. Et sur la souche, on fait transparaître 2 000 francs. On va où? Les équipements de laboratoire dans les hôpitaux. J'ai fait un contrôle dans les hôpitaux. J'ai envoyé des patients fictifs dans les hôpitaux pour pouvoir aller faire des examens de laboratoire. Quasiment tous ces patients fictifs, ils n'ont pas payé à la caisse. L'argent est rentré dans la caisse, dans la poche des techniciens qui étaient là. Alors que les intrants qu'ils utilisent sont achetés par l'hôpital. À qui incombe la responsabilité, monsieur le ministre? Justement, il faut que la population ne plus céder à ce genre de choses. Nous avons mis en place un numéro vers nous, le 91 44 44 44, pour qu'on puisse dénoncer ces pratiques. Si nous ne dénonçons pas ces pratiques-là, nous allons contribuer justement à enfoncer
les structures de santé, justement, dans une situation où ils ne pourront jamais faire face. Les pratiques-là existent et s'enracinent dans le secteur. On verra que c'est vous le patron de la santé. Exactement. C'est vous qu'on verra. On ne verra même pas ce que vous appuyez sur le responsable de structure qui ne fait pas son contrôle, qui ne s'assure pas que les recettes du centre sont sécurisées, qui ne met pas en place un système pour pouvoir sécuriser ces recettes. Justement, c'est un problème. Vous savez, on a changé de tête à certaines structures. Je prends l'exemple, c'est un centre de santé à Kassato. On a changé le médecin, on a changé tout le personnel. Ils sont passés de 1 million à 15 millions de recettes. Vous imaginez? De 1 million à 15 millions de recettes. C'est le jour et la nuit. Donc on pouvait faire ça. Et c'est la même situation pour l'ensemble de nos structures. La dernière fois, on a mis en place un dispositif pour que dans le laboratoire, on mette en place quelque chose pour que chaque examen qui est fait puisse être retracé. Et les résultats vont venir dans quelques jours. On va être édifié. Donc, il faut que ces nouvelles pratiques puissent être contrôlées, puissent être totalement contrecarrées pour qu'on sécurise. Ça pour autant être leur défenseur. Est-ce que les centres de formation bien réputés que nous avons au Bénin, est-ce que l'État ne doit pas penser à augmenter le nombre de places? Ou même, pourquoi pas des examens de vérification de compétences pour ceux qui, par manque de place, se font former dans les pays de la sous-région dans des conditions que vous connaissez et qui aujourd'hui l'État est obligé de les employer parce que il y a un sérieux problème en matière de ressources humaines. Non, pas du tout. L'État ne les emploie pas. Vous savez, le statut de la santé du Bénin a été le premier à dénoncer justement ce phénomène. Nous ne les employons pas. Et comme vous le savez, le gouvernement a pris un décret dernièrement pour dire que nous ne donnons l'équivalent de diplôme que pour les structures, les gens formés dans les structures publiques. Pour les structures privées, c'est sur l'île dérogatoire après avoir vérifié tout ce qu'il faut pour s'assurer que pour la qualité de la formation qui est dans la structure privée avant qu'on le donne. Mais ils sont dans le privé, monsieur le ministre. L'État, justement, ils sont dans le privé, d'accord, mais ça, aujourd'hui, maintenant, s'il n'a pas d'équivalent diplôme, il peut aller dans le privé, il ne peut pas. Et pour ce qui est déjà passé, pour ceux qui sont dans le système, la cellule de contrôle et d'inspection est là pour régler ça. L'ordre, les différents ordres sont là, parce que lorsqu'il y a des fautes, ils vont passer automatiquement sous le coup la sanction disciplinaire, même pénale. Mais le patient est déjà mort peut-être. Justement, est déjà mort. C'est pour ça que nous sommes en train de travailler de façon structurelle pour mettre en place le dispositif pour la sécurité des patients. Comme vous le savez, la dernière fois, j'ai eu à lancer avec le plan de l'ARS le dispositif pour la sécurité des patients pour faire en sorte qu'il puisse y avoir tout ce qu'il faut pour que on prévienne le risque de survenue d'incidents ou qu'on limite vraiment les dégâts. Le dispositif est bien clair avec des outils bien précis qui permettent à chaque structure de santé de pouvoir vérifier lui-même, de pouvoir se mettre à jour pour faire en sorte que ce soit des soins de qualité. Je prends l'exemple du bloc opératoire. C'est un exemple très simple, typique qui m'est arrivé quand j'étais au Chimel. Quand vous faites une opération, avant de fermer, on vérifie les compresses. On vérifie le nombre de champs utilisés. Mais ce n'est pas une pratique qui est courante dans toutes les structures du Bénin, dans tous les blocs opératoires du Bénin. Et on doit pouvoir institutionnaliser ça pour faire en sorte que ce soit fait systématiquement. Et tant qu'on ne trouve pas une compresse, parce que quand on sort les compresses, on décompte ça, on a dit on a sorti 10 compresses, 20 compresses, 30 compresses, et on les décompte, et à la fin, on dit on décompte ça pour voir si tout est au point avant de fermer. Quand on ne trouve pas, vous laissez la peut-être jusqu'à ce qu'on ferme, qu'on trouve ça avant de fermer. C'est des pratiques simples qui sont là, mais qui sont majeures. Quand quelqu'un a une compresse qui est fermée dans le ventre, vous allez voir les conséquences. Il fait une infection péritonite, on va la réopérer, si on arrive à régler le problème, sinon on va finir par mourir. C'est extrêmement grave. Et pourtant, le geste simple, le tout petit geste de contrôle, de mettre sur un tableau où tout le monde voit dans le bloc, on a ouvert 30 compresses. À la fin, on a vu 30 compresses, ok, fermé, et on signe. C'est un geste simple qui va sauver des vies. Et c'est pour ça qu'il est important que le dispositif pour la sécurité des patients que nous avons mis en place, qui est vraiment innovant, qui va nous permettre demain de pouvoir nous assurer que les soins de qualité sont donnés à tous les Béninois, est majeur. Et nous allons tous participer à faire en sorte que ce soit une réalité. Alors, nous allons changer de discussion, Benjamin Rompati. Dans les hôpitaux, il y a beaucoup d'indigents qui s'y rendent. On se demande si tous les Béninois ont un égal accès aux soins, surtout lorsqu'on entend par exemple que certaines formations sanitaires retiennent des familles au thème de leur hospitalisation, au thème lorsque ces familles-là ne parviennent pas à régler la note. Ne retenons pas les familles. Ça a été fait, c'est une pratique qui a été faite. Et
nous avons demandé à tous les responsables des structures sanitaires de mettre en place un dispositif pour que les familles là aient la latitude de pouvoir solder progressivement ce qu'ils doivent. Parce que les gens racontent beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Tu as encore vu une vidéo hier qui a circulé, qui date de plusieurs mois, que quelqu'un est venu rechemiser encore pour faire croire qu'il y a quelque chose qui se passe. Non. On a mis en place un système innovant au CNHU, par exemple, où il y a 0 ordonnance. Les gens viennent, le malade rentre en réanimation, tous les médicaments sont donnés, on finit, on soigne complètement le malade. On demande de déposer 200 000 francs, et quand ça veut finir, on demande de déposer encore 200 000 francs éventuellement, et à la fin, on fait le solde. Est-ce que vous savez qu'on est à un taux de recouvrement de moins de 40% par rapport à ça? Si on continue comme ça, l'hôpital va continuer à acheter les médicaments pour les mettre là, pour soigner les autres comment? Les salaires des agents, comment on va les payer? Les réactifs pour le laboratoire, comment on va les acheter? Un jour, l'hôpital va mettre la clé sous le paillasson. Mais monsieur le ministre, là aussi, c'est la responsabilité de l'État. J'y viens justement. Donc, on met en place quelque chose d'innovant pour permettre de soigner les gens. Mais derrière, il y a les gens qui font de mauvaise foi. J'ai été praticien au CIUMEL. Vous savez, on a fait ce qu'on appelle les bons blancs. Quand le malade venait, on signait ce qu'on appelle les bons blancs. Le médecin signe les bons blancs pour plus vite aller. C'était avant la crise de la césarienne. Est-ce que vous savez que quand les gens ont su ça, dès qu'ils venaient là, ils disparaissaient? Ils déposaient les gens, ils disparaissaient parce qu'ils savaient que le bon blanc est derrière. Et c'est la même pratique qu'on fait aujourd'hui. On fait preuve de mauvaise foi. On peut bien payer. Je vous assure qu'ils peuvent bien payer et ils ne paient pas. Et après, excusez-moi, je sais qu'il y a d'autres. Non, faisons la part des choses. Faisons la part des choses. Il y a ceux qui sont de mauvaise foi, il y a ceux qui sont de bonne foi, qui n'ont pas vraiment les moyens de payer, mais d'autres qui sont de mauvaise foi et qui ne veulent pas payer. Pour ceux qui sont de mauvaise foi, on les identifie très rapidement. Pour ceux qui sont de bonne foi, on s'arrange pour leur dire, écoutez, même vous, si vous êtes souffrant aujourd'hui et vous allez à l'hôpital, vous finissez tout, vous avez une facture d'1 million, si c'est que vous n'allez pas pouvoir solder ça, vous n'avez pas prévu la maladie. Donc vous allez dire, comment je vais faire pour solder? Donc et vous entendez avec l'administration pour dire, je vais solder progressivement. Les adresses sont totalement ouvertes par là. On leur donne des instructions, elles sont totalement ouvertes par ça. Et on peut signer, on le fait. Et il y a beaucoup qui le font. Mais il y avait la mise en place des fonds d'indigence, je crois, dans les hôpitaux, non? Surtout les centres de santé. Mais est-ce qu'il faut que la personne soit effectivement indigente d'abord? C'est ce que je vous explique. C'est pour ça que nous ne sentons pas l'effet de l'arche. Ça vient, je viens sur l'arche. Mais on a 4 minutes encore, monsieur le ministre. D'accord. Non, mais vous voyez, si quelqu'un fait preuve de mauvaise foi, et il a les moyens, ou bien il est un indigent temporaire, c'est-à-dire de quelques jours, qui va venir après pouvoir rembourser. Ici, la décharge, il met en place le dispositif pour pouvoir le rembourser après. Maintenant, venons sur les frères indigents. Aujourd'hui, l'État a délivré plus d'1 millier de cartes, avec un panier de soins qui est bien installé, qui prend en charge la majeure partie des affections les plus courantes, y compris les soins d'urgence et les soins de réanimation, que nous avons intégrés après. Donc, si vous faites un accident dans la rue, vous êtes indigent, vous faites un accident, vous avez votre carte, vous venez, on vous prend en charge complètement. On a fait des efforts substantiels. Plus de 1 million de cartes délivrées et un panier de soins bien achalandé. Mais pas les pathologies chroniques qui sont pourtant très courantes chez les... Vous savez, il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Vous mettez les pathologies chroniques dans un panier de soins de base, vous courez cette assurance maladie. Aucun pays ne fait ça. Vous mettez une pathologie chronique dans le panier de soins de base. Dès le départ, vous courez cette assurance maladie. Il faut être réaliste. Il faut être vraiment réaliste. Donc, il y a des paniers complémentaires qui sont prévus pour cette affection-là. D'accord? Mais le plus important, c'est qu'est-ce qui tue les gens tout de suite. Le palud, la diarrhée, les infections, les soins d'urgence, les réanimations. Monsieur le ministre, à quand l'assurance maladie obligatoire? Parce que cette émission tend vers sa fin. Parce que le réel problème, c'est qu'on n'a pas les bourses. Les soins au Bénin, ça coûte ce que ça coûte, monsieur le ministre. L'État a rendu obligatoire, la loi a rendu obligatoire l'assurance maladie obligatoire pour tous les citoyens. Vous ne pouvez plus vivre au Bénin dans quelques mois sans avoir l'assurance maladie obligatoire. Et nous travaillons, comme nous n'avions pris le décret, on a rencontré toutes les parties prenantes, les assureurs, les syndicats et consorts. L'État est en train de recruter actuellement son gestionnaire d'assurance et dans les mois à venir, dans les semaines, dans les mois à venir, nous allons pouvoir démarrer effectivement la couverture complète pour que chacun soit obligé d'avoir son assurance. Si vous avez un chauffeur, vous êtes obligé d'assurer votre chauffeur et sa famille.
C'est ça la réalité qui va venir demain. Monsieur le ministre, nous allons conclure cette émission. 8 ans de bilan de gestion de Patrice Talon, système sanitaire au Bénin. Je voudrais dire que, comme je l'avais dit tantôt, il faut voir un verre à moitié plein qu'un verre à moitié vide. Le chemin parcouru a été peut-être long, mais beaucoup d'efforts ont été faits pour pouvoir faire en sorte que les Béninois puissent avoir des soins de qualité. Nous venons de très loin. Nous venons de très loin dans le système et comme vous avez pu l'apprécier, avec l'ensemble des réformes qui sont en cours, l'ensemble des dispositions qui sont en cours et qui vont être encore renforcées dans les jours, les mois, les années à venir, nous allons avoir un système de santé plus performant où la qualité et la sécurité des patients sera au cœur vraiment du dispositif du système de santé du Bénin. Je voudrais inviter l'ensemble des acteurs, que ce soit le personnel médical, paramédical, mais également la population, à accompagner justement la dynamique qui est mise en place par le gouvernement pour faire en sorte que chacun de nous puisse avoir droit à une santé vigoureuse. Parlons de dynamique. Est-ce que dans quelques mois, on ne parlera plus jamais de paludisme au Bénin? Lorsque je me réfère à l'activité que vous avez prévue pour le jeudi prochain, le lancement de l'introduction du vaccin contre le paludisme, on ne souffrira plus jamais de paludisme? On souffrira de paludisme. La lutte contre le paludisme, c'est des actions intégrées. Avec le vaccin qui vient, c'est pas que les moustiquaires vont disparaître, c'est pas que les potes grillagés vont disparaître, c'est pas que les conseils pour l'hygiène et l'assainissement du milieu vont disparaître. Non, c'est des actions intégrées. Le vaccin contre le paludisme a une efficacité qui va jusqu'à 75%, donc nous allons l'intégrer justement pour éviter que les enfants, surtout les enfants, qui sont ceux qui meurent le plus de paludisme, ne développent des formes graves ou des formes plus rapprochées de paludisme, donc ou ne souffrent de paludisme de façon plus rapprochée. Donc le vaccin va contribuer à réduire la morbidité, mais également la mortalité qui est liée au paludisme. Mais ce n'est pas un phénomène isolé, ça s'intègre dans l'arsenal de dispositifs qui existe déjà. Secteur de la santé, quel bilan 8 années après? C'était le thème de cette émission avec le ministre en charge de la santé, Benjamin Roupati. Merci d'être venu sur Canal 3. Merci à vous aussi, Franck. Merci à toute l'équipe de réalisation. C'est tout pour cette émission. Merci de nous avoir suivis. À dimanche prochain.